tous. Il est presque l'heure de démarrer ce webinaire, ce nouveau webinaire. Mais je suis ravi de voir que vous êtes nombreux à être présents pour assister à cette présentation. Avant de démarrer, je vais vous présenter un petit peu d'informations logistiques, on va dire ça comme ça. Vous voyez mon pointeur là et vous voyez qu'en haut de mon écran, il y a un bouton rouge marqué « Cliquez ici ». Donc, en cliquant sur ce bouton, vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon agenda. J'imagine que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt particulier pour les sujets de paiement et les sujets d'intégration de services de paiement. Donc, si vous avez un projet, si vous avez des questions, on peut prendre rendez-vous. Je serais ravi d'en parler avec vous de façon à pouvoir essayer de répondre à vos questions et puis voir si je peux vous accompagner dans vos projets. Donc voilà pour ce petit point logistique. Vous avez aussi le lien dans le chat, dans la conversation. J'attends encore un tout petit peu, là, il est 13h, j'attends un petit peu avant de démarrer. Et voir que certains retardataires ou les personnes qui arrivent juste à temps puissent se connecter sans rien rater de ma présentation. Mon prochain webinaire sera le 6 juillet et après je ferai une pause jusqu'en septembre. Donc, prochain rendez-vous le 6 juillet à 11h30. Et aujourd'hui, on va démarrer. Je vais vous parler des raisons pour lesquelles les DAF, les trésoriers et les directeurs, les patrons d'entreprise devraient intégrer des services de paiement dans leur système d'information d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, on va voir ça. Et puis, on va regarder les raisons de le faire et puis les contraintes, les enjeux, les best practices. Je vais vous parler aussi de quelques cas d'usage pendant la présentation. Donc, nous allons démarrer dans quelques instants et je profite de cette petite intro pour me présenter. Donc, je dirige le cabinet de conseil Azuli, qui est une petite boutique spécialisée dans l'intégration de services de paiement et de solutions innovantes de financement pour faire du paiement fractionné, pour faire du crédit, toutes sortes de nouvelles façons d'octroyer des fonds, ou bien de faire des règlements de payer. Donc, mes clients sont des corporates, des éditeurs de logiciels, des plateformes SaaS, des places de marché, beaucoup de fintech, beaucoup de startups assez early stage que j'accompagne dès les premiers instants, mais aussi des banques et des assureurs. Ma proposition de valeur est la suivante, c'est de pouvoir accompagner sur des sujets complexes comme l'intégration de services de paiement avec ou sans blockchain et crypto, d'accompagner des porteurs de projets ou des entreprises qui veulent augmenter leur proposition de valeur grâce à ces services réglementés. Ce sont des projets longs et complexes, donc j'accompagne mes clients sur la conception de nouvelles offres ou l'enrichissement d'offres existantes à travers une expression des besoins, pour bien cadrer le besoin, c'est primordial dans ces projets complexes si on veut sécuriser son projet en termes de délai et de budget, jusqu'à la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, il y a le choix des partenaires, bien entendu, qui est très, très important. Il y a de nombreux partenaires qui proposent beaucoup de différents services sur ces sujets. Et les choix sont difficiles. Les choix sont difficiles, mais ils sont aussi structurants. Parce qu'une fois qu'on s'est embarqué avec un partenaire sur du paiement et qu'on a mis les services entre les mains de ses clients ou de ses salariés, c'est compliqué d'en changer. Donc, il faut faire le bon choix dès le départ. Donc, moi, j'accompagne de nombreux clients là-dedans, dans ces sujets, dans ces projets. Je connais bien beaucoup de prestataires de services pour les différents services qui peuvent être proposés. Et du coup, je peux apporter pas mal de valeur sur le choix des partenaires, la négociation des contrats, ne pas tomber dans des pièges au niveau des contrats, et puis, bien entendu, la négociation des prix d'achat, des tarifs. Tout ça jusqu'à la mise en marché. Et la mise en marché, je peux mettre en place des équipes de consultants avec un product owner et des développeurs pour intégrer les services si
le département technique de l'entreprise est déjà bien pris avec une roadmap produit assez chargée pendant ce qui est souvent le cas. Je peux apporter une équipe complémentaire en mode commando pour intégrer les services et enrichir l'offre. Voilà ce que je propose. Sans plus attendre, on passe à l'ordre du jour. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est composé de 2 chapitres. Comment optimiser la gestion des flux financiers grâce aux services de paiement intégrés. On verra ce que ça veut dire, hein, quels sont ces services et ce qu'on peut en faire. Et puis, on verra aussi, on rentrera dans des cas d'usage précis pour que vous puissiez visualiser plus précisément ce que ça veut dire. Je vais vous parler aussi d'une tendance qui pourrait impacter vos choix, vos décisions. Et puis, passer au deuxième chapitre qui sera comment planifier et piloter efficacement son projet. Donc là, c'est vraiment les bonnes pratiques et puis les critères de choix à bien prendre en compte avant de faire des choix de prestataires, une idée d'un planning type. Et puis après, je passerai aux questions-réponses si vous avez des questions. Donc, pendant toute la durée de la présentation, je vous encourage vivement à m'interpeller via le chat. J'essaierai de répondre à vos questions le mieux possible en fin de présentation, si je peux, si le temps le permet. Et sinon, eh bien, prenez rendez-vous. Laissez-moi vos coordonnées, je les aurai de toute façon. Et on pourra se contacter, se connecter après la présentation, si nécessaire, pour approfondir certaines questions, certains sujets. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez un bouton, cliquez ici en haut de l'écran, qui vous permet de prendre rendez-vous, ou dans le chat, le lien pour la même prise de rendez-vous. Donc, premier chapitre, comment optimiser la gestion des flux. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu, on va recadrer un petit peu tout ça. Donc, l'intégration de services de paiement, c'est quoi? C'est l'idée de faire rentrer la banque dans votre entreprise, dans votre système d'information, ou bien vraiment l'intégrer dans vos processus internes à travers la consommation de services disponibles par API, donc de serveur à serveur. Vos serveurs vont appeler des services qui vont générer des paiements ou faire appel à des services de paiement depuis votre système, depuis votre back-office ou depuis votre front-office si vous le proposez à vos clients. Donc, c'est comme si tout d'un coup, vous passiez de façon sans frontières entre vos systèmes, vos services, votre proposition de valeur et celle d'une banque qui va vous fournir ces services en marque blanche. Donc, vous pouvez vous approprier complètement les services, soit pour les consommer, soit pour les distribuer à vos clients. Vous rentrez à ce moment-là dans un cadre réglementaire français qui est sous l'autorité de l'ACPR, donc le Code monétaire et financier, et puis il y a un cadre aussi européen qui régit un certain nombre de choses en plus du cadre français. Mais en tout état de cause, les deux cadres permettent aujourd'hui à n'importe quelle entreprise de consommer des services de paiement, de les utiliser pour ses propres besoins ou de les distribuer à ses clients, à sa marque, à ses tarifs, à ses propres prix, en les achetant au prix de gros à des fournisseurs qui sont en général des filiales de banques et qui vous fournissent ces services en marque blanche. Donc, c'est très intéressant et on va voir pourquoi. On va voir ce que vous pouvez en faire. Donc, les services réglementés par les agréments, les différents agréments qui vous seront proposés en marque blanche vont être, il y a 8 services qui sont réglementés et qui peuvent être proposés. Donc, il y a les services 1 et 2 qui régissent les espèces, donc l'encaissement ou le versement des espèces ou le retrait. L'exécution des opérations de paiement, donc là, tous les prélèvements, les virements, les opérations cartes aussi, ça c'est le service 3, l'exécution des opérations de paiement associées à un crédit, etc., etc. Vous avez 2 services à la fin qui sont 7 et 8 qui concernent ce qu'on appelle l'open banking, l'agrégation bancaire et l'initiation de paiement. Et ce sont des services qui sont gérés par des agréments spécifiques, proposés par des acteurs réglementés, donc par la CPR, et qui vont vous permettre d'enrichir vos offres avec une agrégation de comptes bancaires, des virements de compte à compte parmi ces comptes de façon assez fluide, relativement fluide, et puis un service d'initiation de virement depuis un compte
pour aller chercher de l'argent sur un autre, non pas par prélèvement, mais en demandant un virement. Donc, on reviendra sur ces différents sujets. Mais voilà, vous pouvez du coup passer par des prestataires qui vont vous proposer tout ou partie de ces services. La plupart ne proposent pas tous, et donc il faudra peut-être prendre plusieurs prestataires pour arriver à faire ce que vous voulez faire. Donc, les différents prestataires qui peuvent vous proposer ces 8 services sont des établissements de crédit, donc des banques de plein exercice, les émetteurs de monnaie électronique, qui peuvent faire de la monnaie électronique et du paiement traditionnel, les établissements de paiement qui font les comptes de paiement et les services de paiement, mais sans la monnaie électronique. Et puis, on a ce qu'on appelle les PSIC, donc en anglais AISP, sont les prestataires de services d'information sur les comptes. Donc, ceux-là, ils vont, d'une façon réglementée, vous permettre d'aller chercher de la donnée de relevé de compte, de la donnée bancaire, et de la restituer ou de la consommer pour vos propres besoins. Et puis après ça, l'initiation de services de paiement va permettre de faire des initiations d'un compte vers l'autre pour aller chercher de l'argent. Tout ça, c'est passeporté. Donc, on est dans un cadre européen qui permet une fois que vous avez le droit de consommer ou de distribuer ces services et que vous les achetez au prix de gros à ces fournisseurs réglementés, eh bien, vous pouvez les utiliser à peu près dans toute l'Europe. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Sans restriction, avec un seul agrément. Enfin, surtout vos prestataires de services, eux, auront un passeport européen et donc qui vous permettra de distribuer ces services ou de les consommer à volonté aussi pour des clients qui sont dans toute l'Europe. Il y a aussi un régime d'exemption dans des cas précis, soit sur un sujet de distribution restreinte bien identifié en ce qu'on appelle en closed loop, donc en circuit fermé, auprès d'acteurs d'un certain réseau bien identifié pour distribuer des produits de paiement bien identifiés aussi à ces acteurs-là en circuit fermé. Donc ça, il y a un régime d'exemption qui est possible et vous n'avez pas besoin d'agrément à ce moment-là, mais il faut demander l'exemption. Et puis vous, en tant que consommateur ou distributeur, soit vous consommez ces services pour vos propres besoins, donc c'est-à-dire comme si vous ouvriez un compte dans une banque et puis vous utilisiez des services de paiement pour faire des virements et des prélèvements ou des opérations carte. Là, vous n'avez pas besoin d'agrément. Si vous voulez les distribuer à vos clients, si vous êtes dans un cadre de B2B ou B2B2C, vous allez permettre, ou même B2C, à vos clients d'ouvrir des comptes dont ils seront titulaires, mais qui seront à votre nom, à votre marque, et de leur distribuer ces services. Là, vous avez besoin de devenir agent ou mandataire en opération de banque et services de paiement, MOBSP, pour pouvoir distribuer des services de paiement à vos clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, interpellez-moi si je vais trop vite, si ce n'est pas clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces services? Bien, pour des DAF ou des trésoriers, donc pour une consommation par une entreprise, la recherche, l'enjeu est vraiment un enjeu d'efficacité des processus, beaucoup plus. Bon, il y a bien entendu l'instantanéité, mais dans l'efficacité, il y a une recherche d'efficacité des processus de paiement et des flux financiers, de la gestion des flux, avec cette notion de temps réel qui est dans l'efficacité, bien entendu, avec une notion d'automatisation aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir flécher et automatiser des paiements, donc les programmer, puisqu'on a la main sur ces services de paiement depuis son système d'information, qu'on a intégré les services. On peut permettre à des opérateurs ou on peut programmer des actions qui, en fonction d'un certain contexte, vont se dérouler et qui vont déclencher des paiements ou des demandes de paiement ou des prélèvements. Tout ça, donc, ça permet, bien entendu, d'automatiser un grand nombre de processus internes dans l'entreprise et de certainement faire des économies sur les coûts opérationnels liés à ces transactions. Une fois que vous avez bon, vous pouvez aussi, alors il y a un enjeu très important, c'est le fléchage des flux. Je reviens là-dessus parce qu'on peut flécher des flux entrants. Donc, on peut émettre des IBAN virtuels dédiés à une transaction, à un client, à un contrat, à un bon de commande, à une facture.
Et à ce moment-là, il y aura un IBAN qui sera utilisé pour cet usage-là. Et à chaque fois qu'un paiement arrivera sur ce compte avec cet IBAN en tant qu'adresse entrante, eh bien, ça vous permettra de savoir instantanément, automatiquement, en temps réel, euh, pourquoi cet argent est arrivé sur le compte et donc de faire des rapprochements automatiques et de la réconciliation. Donc, si vous êtes un assureur, vous avez ce problème de rapprochement et de réconciliation des flux entrants avec les contrats d'assurance pour l'encaissement des primes et qui est un casse-tête, qui est très coûteux. Là, vous allez pouvoir tout automatiser en émettant des IBAN virtuels pour gérer ce fléchage des flux entrants. Une fois que vous avez la main sur les données de paiement, vous pouvez bien entendu donc faire des reportings euh, instantanément et automatiquement, puisque vous savez exactement ce qui se passe à tout moment en termes de flux entrants et flux sortants ou flux à venir. Et ça vous permet donc de décaisser, de calculer des commissions si vous êtes dans un mode de distribution de produits intermédiaires, si vous avez des apporteurs d'affaires. À ce moment-là, vous pourrez leur payer leurs commissions beaucoup plus rapidement. Le reporting sur les montants à payer sera fait instantanément, calculé en temps réel, et vous pourrez payer beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un énorme avantage qui vous permettra bien de fidéliser, mais aussi d'acquérir plus de distributeurs pour vos produits. Ça va vous permettre aussi, donc, tous ces rapprochements automatiques, de réduire vos coûts opérationnels et puis d'avoir cette vue en temps réel à tout moment qui va vous permettre d'exploiter les données de paiement de façon à mieux anticiper vos besoins de trésorerie. Vous connaîtrez les flux entrants et sortants passés, mais aussi à venir. Euh, ce qui est très important pour la gestion de trésorerie. Donc voilà, tout ça, ça vise à améliorer vos enjeux d'efficacité des processus et de prévisabilité pardon, de tous vos flux entrants-sortants, ce qui est très très important pour un DAF ou un trésorier. Voilà, il y a aussi un point qu'on peut aborder, c'est l'enjeu sur les frais professionnels pour mieux les contrôler et pouvoir aussi réduire énormément tous les processus d'approbation d'engagement de dépenses que vous pouvez programmer avec des moteurs de règles de façon à donner plus d'autonomie aux collaborateurs tout en contrôlant bien entendu les dépenses avant qu'elles ne soient engagées et après. Et là, vous avez aussi beaucoup d'économies à faire. On va revenir là-dessus dans un cas précis, un cas d'usage que je vais vous présenter. Donc, on voit que dans ces gains d'efficacité, de productivité, vous avez bien entendu des gains à faire sur la gestion des dépenses, sur les paiements, et puis l'exploitation de la data va pouvoir vous apporter aussi beaucoup de valeur pour eh bien, justement votre trésorerie, votre gestion de trésorerie. En termes de gestion des dépenses, vous avez une gestion donc centralisée puisque vous allez pouvoir, par exemple, émettre des cartes corporatives de paiement à la volée, à la demande, qui seront demandées par des collaborateurs qui ont le droit de les demander et avec des règles que vous aurez pu fixer préalablement à la demande, vous pourrez émettre automatiquement, par exemple, une carte virtuelle qui pourra être utilisée pour une dépense précise. Donc, votre responsable marketing a besoin de donner un acompte pour un stand, pour un salon, pour la conférence annuelle à laquelle vous voulez participer. Au lieu de demander la carte du dirigeant ou demander une avance ou demander un virement, ce qui va générer de la paperasse, eh bien là, vous allez pouvoir lui permettre d'émettre une carte virtuelle de façon à ce que cette personne puisse engager la dépense immédiatement, bien entendu, avec un contrôle sur le montant. Le montant peut être dédié à cette dépense fixe ou bien il peut être à usage unique ou à usage multiple. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça. Mais vous pouvez aussi déclencher un virement, permettre à cette personne de faire une opération suivant les règles que vous aurez dictées. Donc, vous avez du suivi en temps réel des frais, vous saurez tout ce qui se passe, une rationalisation des remboursements de frais aussi, s'il y en a. Et puis, tout ça pourra être intégré, générer des flux comptables, analytiques ou de comptabilité pure qui vont pouvoir être déversés dans vos logiciels comptables.
Tout ça à la main de la direction financière et de son staff et de la comptabilité. Pour les paiements, eh bien, dans les paiements, il y a les solutions d'acquisition ou d'émission de paiement. Tout ça, ça peut être géré, comme je l'ai dit, par API, de serveur à serveur, avec des appels et des retours d'informations en marque blanche. Vous avez aussi des applications maintenant qui sont dans ce qu'on appelle le no-code. Le no-code, ça permet à des non-programmeurs, des non-techniciens de pouvoir générer des interfaces qui vont prendre en compte des services et qui vont permettre justement de générer ces paiements. Donc, on a de moins en moins besoin de faire appel à des techniciens, pour des développeurs, pour, euh, pour faire certaines choses. Certaines applications peuvent être en no-code. Bien entendu, quand on parle de paiement, il faut faire attention à la sécurité, hein, ça c'est primordial, ça fait partie des bonnes pratiques. Mais on peut au moins limiter le temps de développement et le temps de les délais de mise en marché de ces services en utilisant certaines applis no-code, si c'est approprié. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, Ça permet de centraliser les paiements, de flécher les flux entrants, comme on l'a vu, d'automatiser le tout. Et puis, ça permet aussi, une fois qu'on a la main sur les paiements, eh bien, d'aller chercher son argent plus vite et plus rapidement avec des relances automatiques, des envois de liens de paiement pour recouvrer des paiements en retard sur des factures euh, ou effectuer des actions de recouvrement. Tout ça avec des parcours simplifiés, puisque vous inventez vos propres parcours clients. Vous avez la main totale sur la façon dont sont utilisés et consommés ces services. La data, bien, ça vous apporte énormément de données qui sont très riches, qui vous permettent, qui sont exploitables puisque vous avez la main dessus. Elles sont à vous, elles sont dans vos serveurs, elles ne sont pas à la banque. Et donc, elles sont dans vos systèmes d'information et ça vous permet, eh bien, si vous voulez aller jusqu'à l'utilisation d'intelligence artificielle, de faire pas mal de choses et de prévoir certaines choses, notamment en termes de gestion de trésor. Voilà pour la valeur que tout ça, ça peut apporter. Donc, on a vu voilà, les différents services et à quoi ils peuvent servir. Donc, émettre un virement, hein, un virement SEPA, c'est un SCT, un SEPA, Credit Transfer. Recevoir, donc pour payer, on peut émettre un virement, on peut recevoir un prélèvement et on va devoir honorer ce prélèvement et on va payer avec un SDD, un SEPA Direct Debit. On va recevoir une demande de virement initiée, de l'initiation de virement dont j'ai parlé en début de présentation. Donc, c'est un compte qui demande à un autre de faire un virement pour un certain montant, pour un objet bien précis. Ce virement doit être approuvé par le détenteur du compte et une fois qu'il a été approuvé, bien, le virement est effectué. Excusez-moi, il y a du bruit autour de moi. Le virement est effectué et l'argent arrive sur le compte qui a initié le virement. On peut bien entendu recevoir des liens de paiement par carte et puis on va devoir payer avec sa carte. Voilà, donc on a un certain nombre de services, je ne vais pas tous les énumérer, c'est un petit peu long et rébarbatif, mais vous aurez la présentation et vous pourrez les lire. Il y a un service important pour payer, j'en ai parlé tout à l'heure, l'émission à la volée, à la demande d'une carte de paiement, donc d'un numéro de carte. Donc, soit une carte physique que vous allez recevoir quelques jours plus tard ou aller chercher à la banque, puisqu'elle va bien venir d'une banque, ou bien une carte virtuelle qui va pouvoir être utilisée instantanément pour une transaction à laquelle elle est dédiée. Ça peut être encore une fois une transaction unique ou multiple, récurrente. Donc, ça peut être pour gérer un abonnement, par exemple. Vos commerciaux vont avoir besoin de s'abonner à LinkedIn, à des services avancés pour leur démarche commerciale. Eh bien, vous pourrez leur émettre des cartes de paiement. Tout ça, ça va permettre, donc vous saurez exactement quelle carte est dédiée à quel commercial, pour quel service. Elle sera vraiment dédiée à cet abonnement unique. Et vous pourrez eh bien, contrôler les dépenses, résilier la carte et l'annuler ou l'arrêter, la mettre en pause et la réaffecter à quelqu'un ou l'annuler complètement quand le salarié n'a plus besoin du service ou quand il quitte l'entreprise. Voilà, donc vous avez complètement la main sur tous ces services sans jamais demander quoi que ce soit à votre banque. Pour se faire payer, ben, vous allez pouvoir recevoir un virement SEPA et donc vous allez pouvoir l'initier, le demander aussi, hein, soit de compte à compte
à travers ce que l'open banking, donc l'agrégation bancaire, soit d'ici quelques mois, on va dire, d'ici peut-être la fin de l'année, un nouveau service européen qui va être mis en place, qui s'appelle le SEPA Request to Pay, le SRTP, et qui est un protocole de messagerie interbancaire qui permet de faire la même chose que l'open banking, c'est-à-dire de demander un virement pour un montant précis à quelqu'un qui va approuver ou refuser cette transaction. Si elle est approuvée, elle sera honorée obligatoirement par la banque du payeur. Et voilà, ça permet aux banques d'apporter beaucoup de valeur à leurs clients puisqu'elles peuvent se substituer à ce paiement et proposer des paiements fractionnés ou différés à leurs clients. On y reviendra, j'ai fait des présentations là-dessus, vous les retrouverez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez émettre des prélèvements et vous pouvez initier des demandes de virement, émettre des paiements par carte et recevoir des transferts P2P. Donc tout ça sont les services que vous pouvez utiliser à volonté pour faire tout ce que vous voulez. Donc les cas d'usage sur lesquels je vais m'arrêter un petit peu et vous présenter plus en détail, ça va être le paiement des factures fournisseurs, le recouvrement de créances, le rapprochement automatique et puis les notes de frais pour les dépenses pro. Donc, on va passer en revue ces cas d'usage précis. Donc, le premier, c'est l'encaissement et le paiement de factures B2B. Le besoin, c'est bien de payer des factures fournisseurs par lot à l'unité directement depuis un ERP ou un logiciel de gestion de pré-comptabilité, ou bien depuis son propre back-office de gestion financière. Si vous avez un back-office et que vous souhaitez intégrer les services de paiement dans ce back-office, vous pouvez vous adresser à un fournisseur, à un émetteur de monnaie électronique ou un établissement de paiement ou un établissement de crédit qui va vous fournir ça en marque blanche et par API, soit des API corporate que vous utilisez déjà via votre propre banque, soit à travers ces fameux fournisseurs qui font que ça, ils font que des services en marque blanche à distance par API. Eh bien, vous pouvez donc consommer ça, donc soit les acheter chez un éditeur de logiciels, soit les fabriquer vous-même pour faciliter le recouvrement et le paiement de vos factures. La solution, eh bien, c'est soit de passer par un de ces fournisseurs qui sont en général soit eux-mêmes émetteurs de monnaie électronique, établissements de paiement, établissements de crédit, soit ils sont agents de ces entités réglementées et ils vous fournissent des services à leur marque. Donc là, je vais prendre des exemples, hein, j'en citerai beaucoup tout à l'heure. Un de mes anciens clients, c'est Regat, qui fait ça très bien. Il y a aussi Agicap, Penny Lane, beaucoup de iPaydAT, beaucoup d'éditeurs de logiciels qui vous proposent toutes sortes de services disponibles en mode SaaS avec des fonctionnalités très avancées, dont le paiement. Donc, vous pouvez vous adresser à ces fournisseurs-là ou bien monter votre propre service dans votre back-office. Tout ça pour déclencher automatiquement des prélèvements, des virements, des envois de liens de paiement, initier des demandes de virement. Bien entendu, avant de faire toutes ces opérations, il aura fallu mettre des règles d'approbation, des règles de validation pour pas que tout et n'importe quoi soit fait, soit dans votre logiciel, soit depuis votre back-office. Donc, un moteur de règles, paramétrable est indispensable pour bien gérer ces paiements depuis votre système d'information. L'open banking, c'est souvent aussi souhaitable si vous voulez faire de l'initiation de paiement ou du virement de compte à compte de façon avec des parcours clients simplifiés. Donc ça, ce sont des partenaires supplémentaires qu'il faut intégrer dans vos services, dans vos systèmes. Pareil, si vous voulez faire du change ou si vous voulez utiliser de la crypto, vous allez devoir faire appel à d'autres entités, d'autres prestataires qui vont vous fournir ces services. Donc les bénéfices, on en parle depuis le début, hein, je vous les rappelle vite, c'est donc une augmentation forte de la proposition de valeur grâce au paiement, proposition de valeur pour vos salariés, pour vos systèmes internes ou bien pour vos clients. Bien entendu, tout ça, ça permet de faire du rapprochement automatique, on en a parlé, et puis de générer des écritures comptables qui vont être déversées directement dans vos logiciels comptables, instantanément et en temps réel. Donc ça, c'est important aussi parce que
ça augmente le côté temps réel de votre comptabilité. Tout ça, eh bien, ça répond à vos enjeux d'efficacité, cités en première partie. Bien entendu, ça apporte un meilleur contrôle des dépenses, hein, de dépenses passées, enfin à venir plutôt. Et puis ça vous permet d'accélérer aussi tous les délais de règlement de commission quand vous avez de l'apport d'affaires ou des commerciaux ou des intermédiaires à payer. Hem, Ça vous permet de réduire les délais de paiement dans l'encaissement de vos factures, puisque vous allez pouvoir, relancer automatiquement et envoyer des demandes de paiement à vos clients, s'ils n'ont pas payé. On sait bien que le temps est clé dans le recouvrement et que plus vous faites votre recouvrement tôt et efficacement, plus vous avez de chances de récupérer votre argent en retard. Donc voilà, ça peut être très, très important dans certains cas. Et puis tout ça pour l'optimisation de tous vos coûts. Vous avez des gros gains de productivité à faire en intégrant tous ces services pour le paiement des factures fournisseurs et l'encaissement des factures clients. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas, hein, interpellez-moi. Le recouvrement des créances, ben, c'est un petit peu la même chose, hein. Les besoins, c'est bien entendu de faciliter le recouvrement, de l'accélérer, de réduire les frais de transaction liés à ces recouvrements, et parce que vous pouvez faire une partie en interne en intégrant ces services, plutôt que de le sous-traiter ou parce que vous pouvez le faire plus efficacement. Et d'automatiser tout ça de façon ben, avoir des gains d'efficacité, de productivité sur ces postes de recouvrement. La solution, donc, c'est bien de proposer une multiplication des modes de paiement pour aller chercher votre argent. Donc, vous pouvez initier des virements, vous pouvez initier des virements instantanés aussi. Demander à ce qu'on vous paye avec un virement instantané pendant que l'opérateur est au téléphone avec le mauvais payeur, on va dire. Et puis l'open banking aussi va être une solution pour envoyer des demandes de virement, initier des virements depuis votre compte vers le compte du payeur et il verra apparaître dans son appli bancaire une demande de paiement qu'il faudra approuver en live pendant que vous êtes au téléphone avec lui. Voilà, donc ça, ce sont des alternatives au paiement par carte parce qu'il y a aussi le mode de recouvrement et le paiement par carte de paiement. Et tout ça, ça peut être envoyé par lien, par QR code, par SMS, par email, comme vous voulez, ou affichage sur votre site d'un lien dédié sur lequel le client va cliquer. Voilà, donc vous pouvez inventer très, très imaginatif et inventif sur les parcours clients que vous proposez pour monter vos services de recouvrement. Donc vous pouvez aussi, et ça c'est important, utiliser, j'y reviens, les IBAN virtuels que vous pouvez envoyer à un payeur de façon à vous faire payer sur un IBAN dédié et pouvoir rapprocher ça de la créance qui vous est due, rapprocher ce paiement instantanément. Donc vous n'aurez plus à recevoir des virements entrants qui sont non identifiés, très difficiles, parfois payés par quelqu'un d'autre que le payeur à qui vous avez facturé une prestation ou un service. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui se substitue à lui et c'est très compliqué de rapprocher le paiement de la créance. Là, avec l'IBAN virtuel dédié, vous pouvez faire ça automatiquement. Donc, beaucoup de bénéfices aussi sur ces sujets de recouvrement de créances. Donc, pour faire un peu court, hein, vous avez le virement initié et le SEPA Request to Pay qui vous permettent d'aller chercher de l'argent par virement. Vous avez l'envoi de liens de paiement qui vont vous permettre, par SMS, par email et par QR code, qui vont vous permettre d'ouvrir des petites pages de paiement et d'être payé par carte en général, par carte de paiement. Et vous pouvez aussi envoyer une demande de prélèvement, envoyer un mandat qui va devoir vous être signé, puis retourner pour que vous puissiez prélever votre créancier. Et l'IBAN virtuel, je reviens, c'est pour flécher les flux et automatiser les rapprochements. Voilà, voilà. Je vais passer vite là-dessus. On en parle depuis le début, hein, l'automatisation des rapprochements, c'est particulièrement vrai dans certains cas d'usage pour certains secteurs d'activité. J'ai parlé de l'assurance, mais il y a aussi
Moi, j'ai travaillé avec des sociétés de gestion qui voulaient automatiser des rapprochements sur des flux entrants, des appels de fonds auprès d'investisseurs qui investissent dans des produits financiers. Il y a toutes sortes de cas d'usage qui permettent, qui nécessitent ou qui auraient des gros gains d'efficacité et d'optimiser des processus grâce au fléchage des flux et à l'automatisation des rapprochements que cela permet. Je passe et donc j'arrive aux notes de frais pour les dépenses pro. Et bien là, on en a aussi un petit peu parlé. Le besoin, c'est de centraliser la gestion des dépenses et des notes de frais au travers d'une partie de votre back-office avec des interfaces pour vos salariés, mais aussi interfaces comptables et autres de gestion. Donc, l'idée, votre besoin, c'est bien d'automatiser et d'avoir une vue en temps réel, automatiser donc les approbations de dépenses, les engagements de dépenses le plus possible, suivant les règles que vous aurez fixées au préalable, de façon à rendre les salariés autonomes dans leurs demandes, leur faire gagner du temps et éliminer de la paperasse, éliminer de la procédure, et puis éliminer de la procédure en termes d'approbation par le N+1, le N+2 suivant les montants, par toute une chaîne d'approbation. Là, vous pouvez tout automatiser et ça peut générer des notifications dans une application mobile, dans le téléphone, ou des emails ou des envois de SMS avec des liens qui vont vous permettre d'approuver ou pas une dépense. Bref, vous avez toutes sortes de parcours clients à nouveau à inventer pour faciliter la vie de vos salariés et de vos managers. Donc, les solutions à votre disposition pour faire tout ça, eh bien, ça va être d'émettre des cartes de paiement, de mettre en place un moteur de règles paramétré, heu, d'avoir la main sur des blocages, déblocages de cartes de paiement, de les émettre à usage unique, multiple, dédié à un montant, dédié à un marchand, dédié à une transaction, de gérer à distance bien l'activation et le chargement de cartes de paiement. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai travaillé pour un assureur qui faisait des remboursements de soins médicaux à l'étranger pour des populations d'assurés expatriés dans le monde entier. Donc, il y avait 200 pays, 120 devises et euh, des besoins à 24 heures sur 24, bien entendu, à cause des décalages horaires, d'approbation de remboursement de sinistres avant une dépense en général. Et donc, toute l'idée, c'était d'éviter aux assurés de devoir avancer de l'argent. Parfois, c'est très élevé, notamment les soins médicaux aux États-Unis, par exemple. Ça peut être en milliers de dollars. Et soit des voyageurs, soit des expats n'ont pas cet argent à avancer alors qu'ils sont assurés et leur contrat le prévoit. Donc là, on émet une carte virtuelle dans le portefeuille de l'assuré. Si c'est une approbation automatique en dessous d'un certain montant, parce que ça fait partie de son contrat d'assurance, il a le montant, il peut le dépenser dans la limite de son remboursement de sinistre. Et puis si par contre ce sont des montants plus élevés qui nécessitent une approbation préalable, il envoie un devis, c'est approuvé automatiquement ou pas avec une revue manuelle. Et à ce moment-là, l'argent est débloqué, mis instantanément chargé sur la carte, et il peut le dépenser dès qu'il est prêt, dès qu'il a reçu cet argent. Voilà, donc il y a des gros bénéfices à faire avec l'utilisation de cartes virtuelles à la volée, émission à la volée instantanément, chargement à la volée, et puis contrôle des dépenses, le tout avec tous les circuits d'approbation, la compta analytique qui va bien, et puis le déversement dans vos logiciels comptables automatiquement. Donc vous pouvez soit construire ça vous-même, soit vous pouvez vous adresser à certains prestataires. Et là, je vous parle de la tendance que moi j'appelle la convergence de la chaîne de valeur de la Comptatech. La Comptatech, c'est tous les fournisseurs de technologies et de solutions pour des services comptables et financiers. Et on voit qu'il y a une tendance qui va vers finalement une harmonisation de toutes ces solutions. Elles vont toutes finir par faire un peu la même chose. Et on voit qu'il y en a beaucoup qui s'agrègent au niveau de la gestion des dépenses et de la trésorerie après avoir fait le paiement des factures. Certaines commencent par le CRM,
comme celle-ci, par exemple, qui est une solution de CRM française intéressante, qui s'est mise au début à faire du CRM, puis à gérer des factures fournisseurs et des factures clients, et puis qui intégrera bientôt le paiement pour venir concurrencer toutes sortes de solutions qui sont déjà sur le paiement. Donc, il y en a pour les monoproduits, pour les grosses boîtes comme Basware, Avantim, qui sont vraiment qui servent les grosses entreprises et qui ont des solutions très avancées. Et puis, il y en a des plus petits qui sont pour les TPE, PME, comme iPadDat, Sekino, qui est une belle solution, d'IBO Use. Et puis, on a tous ceux qui font de l'expense management, donc pour gérer les frais, ce dont je parlais, l'émission de cartes physiques ou virtuelles pour gérer des frais professionnels, Expensia, Manager One, Finom, Mooncard, Spendesk, il y en a d'autres. Et certaines ont intégré ça en plus de la gestion des factures clients-fournisseurs, des moteurs de règles, moteurs d'approbation, de toute la partie pré-comptabilité. Donc, je vous ai parlé de Regat, qui est un de mes clients, qui a fait aussi la gestion des dépenses, en plus de la pré-comptabilité, pour déverser toutes les données analytiques et comptables dans les logiciels que vous voyez à droite, QuickBooks, Egid, Sage, EVP, avec des connecteurs et un préformatage des données qui sont déversées en temps réel dans ces logiciels pour avoir une comptabilité temps réel. Pennyline, Agicap sont des belles solutions aussi, qui sont plus orientées gestion de trésorerie et qui permettent, ont des tableaux de bord d'anticipation et de gestion de la trésorerie, ce que font moins les autres. Et tout ça, ça converge, donc ça pousse vers la droite de ma flèche pour arriver jusqu'à la production comptable. Donc certains font pré-comptabilité et comptabilité, comme Full et Time, qui sont des émanations de cabinets comptables en général. Et vous allez avoir aussi les néobanques comme Conto, les nouvelles banques professionnelles, qui vont proposer un certain nombre de services, donc qui ont fait des partenariats avec certaines de ces solutions ou qui les ont développées elles-mêmes et qui aussi en plus vont proposer des solutions de financement, toujours avec des partenariats avec d'autres fintechs comme October, entre autres, ou comme Riverbank, pour proposer, en plus de l'anticipation de la trésorerie, la gestion des factures, la gestion des paiements, eh bien, le financement. Voilà, donc ça, ce sont des tendances, tout ça, ça converge et on a un grand nombre de solutions sur lesquelles je peux vous conseiller dans vos choix aussi. Et puis sinon, on peut aussi faire la même chose directement dans vos systèmes d'information si vous voulez intégrer vous-même les services par API dans votre SI. Donc, ce qui est parfois avantageux. Voilà pour ce qui est du contenu que je voulais vous présenter sur la valeur que peuvent créer tous ces services pour votre entreprise et pour votre consommation interne ou pour votre distribution à vos clients. Augmentation de vos propositions de valeur interne ou externe à travers l'intégration de services de paiement. Eh bien, pour réussir ces projets, parce que comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de services, ils sont réglementés, on n'a pas le droit de tout faire, on n'a pas le droit de tout faire n'importe comment. Tout ça, c'est bien contrôlé et ça doit l'être, c'est très important. Donc, au-delà des aspects de sécurité, de cybersécurité dont je vous ai parlé, il y a les aspects de conformité auxquels il faut se plier et qui sont très importants. Ça fait des projets complexes à gérer, ça fait des projets un petit peu longs aussi, il faut les prévoir longtemps à l'avance et bien les planifier. Mon métier, c'est donc d'accompagner les entreprises dans le cadrage de la façon dont ils vont pouvoir augmenter leur proposition de valeur grâce à ces services de paiement. Et donc la conception des nouvelles offres ou des offres existantes, si elles doivent être juste enrichies. L'implication des différents métiers, donc comment ça va impacter les métiers de l'entreprise, de la direction financière jusqu'aux commerciaux, la façon dont ils vont communiquer avec leurs clients sur ces nouveaux services. Donc tout ça, c'est à bien prendre en compte. Il y a des études d'impact à mener. Un cadrage important, mieux c'est cadré, plus vous allez sécuriser votre projet en termes de budget et de délai. Il y a bien entendu la modélisation financière, parce que ces services ont un coût. Vous allez les louer à des établissements réglementés qui ont eux-mêmes des coûts liés à la réglementation financière et à la gestion de ces opérations bancaires.
Et puis, il faut bien mapper tout ça avec des schémas de flux. En général, soumettre ça à la CPR, puisque vous aurez besoin d'être agréé pour distribuer ces services si vous voulez les distribuer. Donc, ça veut dire devenir agent ou mandataire. Et ça se documente. Il y a des dossiers à faire. Il faut bien entendu sélectionner le bon partenaire. Le choix est crucial. Comme je vous ai dit, c'est structurant. Ce sont des projets très impactants pour l'entreprise. Et une fois qu'on a fait des choix, eh bien, on est tributaire des services et du niveau de service du prestataire, c'est-à-dire de la fiabilité des services de paiement, hein. Le paiement, pour moi, c'est, je suis un peu biaisé, mais c'est la mère de tous les services. C'est-à-dire que c'est vital pour tout le monde, pour les entreprises, pour les particuliers. Heu et si quand ça marche pas, c'est une catastrophe. On se retrouve coincé dans sa vie courante ou coincé dans son commerce et c'est catastrophique. Ça se traduit très souvent par des pertes, financières et tout le temps par des pertes de temps. Donc c'est très structurant, très impactant. Il faut bien sélectionner, son prestataire. On s'engage, on intègre ça dans son service, on intègre ses services dans son image de marque, ça fait partie de son offre. C'est, hyper, important de bien choisir, et là, je peux aussi, avec ma connaissance du marché des prestataires, apporter beaucoup de valeur à mes clients, pour leur faire gagner du temps, par la suite et puis surtout éviter des gros problèmes. Voilà, donc l'idée, c'est quand même de vous doter d'une expertise paiement, que ce soit, monétique pour les cartes ou juste pour les services de paiement. Une expertise pour savoir, comment bien les utiliser, et bien les consommer, les acheter au juste prix et pouvoir en faire ce qu'on veut pour réussir son projet. Et donc en général, c'est une équipe composée d'un product owner et puis de développeurs, des développeurs qui vont intégrer les API dans les interfaces et dans les systèmes, le tout, encore une fois, d'une façon robuste et sécurisée. Et puis il y a un volet réglementaire important, c'est-à-dire que la façon dont ces services sont utilisés ou présentés aux clients pour être consommés, eh bien, tout ça, c'est réglementé, jusqu'au bouton sur l'écran. Donc il faut prendre en compte un certain nombre de contraintes avant de se lancer. Et puis, pour, piloter le projet, alors c'est compliqué de faire des POC dans le paiement puisque on a peu de marge de manœuvre pour, tester des services en live, en réel, sans avoir son agrément. Donc en général, on va au bout du projet, on met en place les services, on obtient son agrément, on teste le tout et on part en live. On part en live avec des alpha-testeurs, ce qu'on appelle des alpha-tests. Et puis après, donc ça, c'est une vingtaine de testeurs internes. On n'a pas encore ouvert le service aux clients ou à l'extérieur. Et on valide tout avec les alpha-testeurs avant de passer en bêta-test, où là, on va ouvrir à peut-être quelques nouvelles dizaines ou quelques centaines de clients avant d'élargir le service. Encore une fois, les erreurs se payent très cher quand on parle de paiement, donc il vaut mieux bien tester et prendre son temps. Donc les critères de choix pour bien sélectionner son prestataire, c'est bien entendu le type d'agrément qu'il a et les services qu'il va pouvoir vous proposer parmi les 8 que j'ai énoncés précédemment. Donc tous les services proposés, on peut parler de carte pro, de carte de particulier, les services des partenaires. Ils ont souvent des partenaires, notamment pour la validation de la connaissance du client, le KYC, le KYB. Ils ne font pas tout eux-mêmes, ces prestataires. Ils font appel à d'autres sociétés qui sont intégrées dans leur parcours et dans leurs API. Et là, il faut bien vérifier qu'ils ont fait des bons choix, parce que s'ils ont fait des mauvais choix, eh bien, vos clients ne pourront pas s'enrôler automatiquement dans vos services, ou ça va vous bloquer sur l'authentification forte des opérations sensibles, et donc ça va bloquer des paiements, ce qui va être dramatique en termes de gain d'efficacité. Ça va être très, très contre-productif et créer beaucoup de frustration chez vos utilisateurs. Il faut qu'ils aient les bons outils de développement, les bons outils de test, le bon niveau de support aussi, c'est très important.
Et puis, en termes de modèle économique, eh bien, il y a différents modèles. Ils n'appliquent pas tous les mêmes modèles. Il y a des paiements à l'acte, il y a des paiements au pourcentage de flux, il y a flux entrant, flux sortant, il y a toutes sortes de modèles économiques et de contrats. Et donc là aussi, c'est un peu de complexité à gérer, à modéliser et pour arriver à faire les bons choix. Sont des projets qui se gèrent sur à peu près des plannings qui vont de 3 à 6 mois. C'est très rare de pouvoir sortir un projet d'intégration de services de paiement en moins de 3 mois. 6 mois, c'est un peu la fourchette large pour un projet normal qui comporte de la carte. Parce que le design de carte et l'approbation des designs de carte par, d'une part, les schemes émetteurs, donc Visa ou Mastercard, et d'autre part, par, si vous avez du paiement mobile, Apple, qui peut retarder aussi la sortie de votre produit euh, parce qu'ils vont tester l'application mobile, ils vont tester la dématérialisation de la carte pour son intégration dans les wallets Apple. Mais c'est la même chose pour Samsung et Google. Donc voilà, ce sont des délais assez longs sur lesquels on vous accompagne tout le long pour sécuriser chaque étape et pouvoir travailler efficacement ou monter vos équipes si on doit vous monter une équipe commando pour faire ce travail. C'est tout à fait possible avant d'arriver aux alpha tests et puis au lancement. Donc en général, on a une période d'à peu près 2 mois pour les tests. Et c'est difficile de l'écourter parce que on rencontre des bugs où il faut avoir certaines parties des parcours clients si ça c'est pas forcément optimisé dès le départ. Voilà pour tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais prendre quelques questions, il nous reste 10 minutes. J'en vois aucune sur le chat, mais peut-être que c'est parce que mon discours était tellement passionnant, vous n'avez pas pu prendre le temps d'écrire. Euh, mais sinon, écoutez, j'espère que vous pourrez me recontacter pour poser vos questions, me parler de vos projets, me parler des points précis sur lesquels vous butez dans vos recherches préalables à la mise en place d'un projet. Euh, donc voilà, j'espère avoir été exhaustif, avoir été clair. Euh, les solutions de wallet, si, bien sûr. Alors, les solutions de wallet, alors oui, j'avais préparé une partie de ma présentation sur ces sujets-là, sur l'utilisation de la blockchain et des cryptos dans certains cas. Il se passe pas mal de choses. Donc, les cas d'usage importants et faciles pour l'utilisation de wallet dans les paiements aujourd'hui, eh bien, c'est le paiement plutôt B2C qui va être facilité, notamment quand on parle de paiement transfrontalier et qui impose du change. Où là, très souvent, on a envie de réduire les délais de paiement internationaux et on a envie aussi de réduire les coûts liés à ces paiements internationaux et au change. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné un client dans la conception de nouveaux processus de paiement qui sont voilà, c'est une entreprise à impact social qui donne du travail à des travailleurs dans le monde entier pour des salaires locaux, pour un travail à mi-temps qui est de l'ordre de 200 euros. Et il y avait des frais de transaction pour payer ces gens à la fin du mois de l'ordre de 40 euros sur les 200. Donc c'était colossal par rapport au travail effectué et au salaire que les personnes devaient percevoir. Donc, l'idée, c'était de passer par des wallets crypto, des stablecoins en dollars, en l'occurrence, c'était du dollar, pour faire transiter l'argent à l'autre bout du monde. Et après ça, émettre une carte de paiement qui allait pouvoir faire un change instantanément sans frais de change élevés pour dépenser l'argent. Donc ça, c'était bien entendu, un cas d'usage très, très, très intéressant, très précis. Mais c'est du B2C, c'est compliqué de le faire pour des gros montants dans le cadre de finances internationales, de trade finance. Euh, on y arrive. On y arrive aujourd'hui. L'enjeu des paiements internationaux, c'est la prévisabilité sur le cross-border. Il y a des solutions comme Swift qui sont en train d'être mises en place pour faire des paiements, pour accélérer les paiements internationaux, les fiabiliser avec plus de prévisabilité, en fait, de transparence de vue sur ce qui se passe pendant que le paiement est en transit.
Tout ça, ça va arriver entre 2025 et 2028, c'est pas tout à fait encore là. Il y a bien entendu, je le vois à l'écran, EPI qui va arriver aussi. Ça va être des nouveaux moyens de paiement instantanés avec des messageries interbancaires et une facilitation des parcours clients grâce à ces moyens de paiement qui vont être des alternatives à la carte. Donc ça va être beaucoup utilisable dans le B2C, mais peut-être aussi dans le B2B. Et puis, on a aussi tous les gros sujets donc j'ai parlé du SEPA Request to Pay aussi, qui est comme pays un nouveau moyen de se faire payer et de demander des virements, une messagerie interbancaire. Aujourd'hui, qui n'est pas encore live, il y a pas encore de banques qui sont adhérentes à ce service qui est pan-européen, c'est un service européen. Mais ça va venir d'ici 2 ans à peu près. Et puis ce sera certainement intégré dans EPI aussi. Ils sont en train de discuter entre eux. Arrivent aussi on n'a plus beaucoup de temps, hein, arrive aussi tout ce qui est monnaie digitale de banque centrale. Donc ça, c'est important. Il y a eu des grosses expérimentations faites pour la finance pour le wholesale. Et ça marche, c'est plutôt concluant. Et il y a des expérimentations qui ont eu lieu aussi pour les paiements en retail, pilotées par la Banque centrale européenne. Donc, d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2023, il y aura un go-no-go au niveau de la Banque centrale européenne sur le fait d'aller vers des expérimentations plus importantes et un déploiement ou pas de monnaie de banque centrale digitale. Et on verra des évolutions et des cas d'usage qui pourront être utiles pour les entreprises comme pour le commerce. Ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'on va avoir des monnaies. Bon, il y a déjà de toute façon les stablecoins qui peuvent être utilisés très facilement, mais le problème n'est pas tant le moyen de paiement pour faire transiter l'argent. Le problème est surtout la dématérialisation de la paperasse, en fait, pour le trade finance et la paperasse liée à ces paiements. Donc là, il y a des initiatives en cours très importantes au niveau de pas mal de pays européens, dont la France. Le UK, vous avez peut-être suivi dans le Herald Tribune hier, a annoncé des mesures qui, ça y est, dématérialisent tous les bill of lading et tous les papiers liés au paiement transfrontalier dans les transactions internationales de commerce, de trade finance. Et ça va arriver dans le reste de l'Europe. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une élimination du papier, une dématérialisation complète des transactions internationales. Et ces nouveaux moyens de paiement comme EPI, comme le Request to Pay, comme l'utilisation de monnaie digitale vont pouvoir être associés à cette dématérialisation des papiers, de façon à pouvoir déclencher les paiements automatiquement en fonction d'un certain contexte et à pouvoir eh bien, accélérer, fluidifier et rendre plus transparentes toutes ces transactions qui nécessitent d'être améliorées. On n'a pas parlé aussi, mais j'ai fait des conférences dédiées là-dessus, à la facture électronique. Donc la facture électronique, c'est très important et ça arrive à grands pas en 2024. En juillet 2024, toutes les grosses entreprises vont devoir se conformer, et les petites au niveau des réceptions aussi de factures, et puis du reporting qui va être fait à l'administration fiscale pour les factures électroniques. Couplé à cette dématérialisation des factures, il y a bien entendu le paiement. Et là, on va pouvoir utiliser tous les services existants et les services à venir que je viens de citer. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'espère avoir été clair. En tout cas, si je n'ai pas été, je serais ravi d'y répondre plus précisément. Je vois une question sur la mobile money. Donc, la mobile money, oui, aujourd'hui, elle est très, très utilisée, notamment en Afrique, dans les transactions de commerce, principalement en B2C. Il y a un peu de B2B aussi. Rares sont les projets où on a une interopérabilité facile entre les moyens de paiement traditionnels et la mobile money. J'accompagne un acteur qui vise à faire ça pour des paiements, notamment dans des pays où il y a des pays des Antilles ou des pays d'Afrique.
et une passerelle entre la mobile money et les wallets traditionnels, pardon, les comptes de paiement et les cartes. Et puis, de plus en plus, on a aussi une intégration avec des services de change et voilà, de paiement transfrontalier de change, qui est de plus en plus intégré maintenant dans des applications mobiles et dans des cartes. Donc, on a des cartes Visa maintenant qui peuvent aussi utiliser des cryptos et vous permettre de payer en crypto directement au moment d'une transaction, ou bien avec un change instantané, ou bien d'utiliser vos cryptos comme collatéral pour payer en fiat money de façon traditionnelle. J'espère avoir été exhaustif, j'espère avoir été clair. Encore une fois, je suis à votre disposition si vous voulez me contacter pour prendre rendez-vous. On en a terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 6 juillet pour ma prochaine conférence. Et puis, je vous invite aussi à venir découvrir un événement que je monte qui s'appelle la FinTech Cup, qui est la régate engagée, caritative des FinTech européennes. Vous pouvez consulter le site fintechcup.org pour inscrire un bateau si vous êtes une FinTech, ou devenir partenaire et que vous voulez naviguer si vous êtes partenaire, si vous avez intérêt à vous faire connaître dans l'univers des FinTech et associer votre image aux valeurs sportives et caritatives que l'événement véhicule. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention. J'espère que ça vous a aidé, rendu service dans vos projets, fourni de l'information si vous en aviez besoin. Et je suis à votre disposition pour approfondir certains sujets qui vous tiennent à cœur, essayer de répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets. Merci beaucoup. On en a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt et j'espère à dans un mois. Au revoir.